Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel espace que nous vous proposons régulièrement sur les plateformes du Soir d'Algérie, une série de rencontres avec la diaspora algérienne. Nous allons prendre le large aujourd'hui avec l'explorateur Tariq Chekchak. Bonjour, Bonjour à tous et à toutes. merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de faire votre diasporama aujourd'hui à partir de Paris, même si vous n'êtes pas exactement à Paris là tout de suite. Non, effectivement, je suis dans un centre écologique créé par des amis, Jean-Philippe Baudouésy et Anne, au fin fond de la Sologne. Voilà, en ce moment, je vous parle de là-bas. Oui, alors c'est quoi comme type de ferme? Je- Juste Alors, pour, je c'est suis une sûre qu'elle est ferme spéciale, que c'est pas une ferme comme on connaît, je suis sûre. Oui, alors c'est pas forcément une ferme qui vise à vendre des légumes ou même faire de l'élevage, mais plutôt être un centre de démonstration de ce qu'on appelle la permaculture. C'est toute une dynamique qui a commencé en Australie il y a plus de 20 ans, qui vise à faire émerger des agricultures écologiques qui permettent aux cultures humaines de rester sur Terre pendant plusieurs générations et pas de disparaître au bout de quelques centaines d'années à cause de méthodes un peu trop agressives d'utilisation des ressources de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle la Oui, permaculture. C'est bien plus que de l'agriculture, c'est aussi des méthodes de partage, de gouvernance, etc. Et ce centre où je suis, qui s'appelle Le Bouchot, est un centre un peu exemplaire en France et même en partie en Europe, sur cette approche de la permaculture et entre autres en utilisant beaucoup les arbres comme élément important de régénération des territoires. Voilà où je me trouve. formidable. Oui, c'est vraiment votre univers, hein, mais là, vous êtes sur Terre. Je rappelle, Tariq Chekchak, que vous êtes ingénieur biologiste de formation. Dans le passé, vous étiez directeur scientifique des expéditions Cousteau. Rien que ça, on y reviendra tout à l'heure. Et vous dirigez actuellement le pôle biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables. Alors, ça nous intéresse beaucoup, toutes ces notions du futur, de la durabilité, de sauver la planète, des dangers, des changements climatiques. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et je tiens à dire que vous êtes un enfant d'Alger, vous avez grandi, vous êtes à Alger. Est-ce que c'est... Nous sommes peut-être la même, je pense, de la même génération. Nous avons été bercés dans notre enfance par les fameux documentaires du commandant Cousteau. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'être explorateur et d'aller dans l'Antarctique, d'explorer les mers et d'être dans des expéditions et de rejoindre la Fondation Cousteau d'ailleurs plus tard? Est-ce que c'est ça? Alors, ça y a beaucoup contribué. Alors, j'ai dirigé le programme Sciences et Environnement. C'est vrai que je suis chef d'expédition sur des navires polaires depuis plus de 20 ans maintenant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Jean-Philippe qui a créé ce centre ici. Je dirigeais une expédition et il était guide dans mon équipe. Quand j'ai grandi en Algérie, d'abord, je vais quand même préciser que j'ai eu énormément de chance, puisque pour certains, les conditions sociales font que on peut aimer l'Algérie toujours, mais parfois être dans des conditions où on n'a pas accès à ce que j'ai eu accès, c'est-à-dire la possibilité aussi bien de découvrir la Méditerranée. J'étais plus exactement à une trentaine de kilomètres d'Alger. Maintenant, c'est devenu la banlieue d'Alger quasiment, hein. C'est un endroit qui s'appelle Saoula, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Baba Ali. Et Mhm. donc, toute mon enfance a été bercée entre la Méditerranée, les montagnes du Jura, les hauts plateaux, puisque mon père et la famille de mon père est originaire des Aurès, et puis même ce qu'on appelle le Grand Sud, hein, de Timimoun jusqu'à Ogar, Tassili Najer et Tamanrasset. Et donc, j'ai pu découvrir toutes les beautés de l'Algérie, quelque part. Et bien sûr, Cousteau a été un élément fondamental aussi sur le petit écran pour découvrir le monde sous-marin du commandant Cousteau, les aventures de la Calypso. Je rêvais enfant de rejoindre l'équipe Cousteau. J'ai même écrit à l'équipe Cousteau et au commandant Cousteau quand j'étais enfant. On m'a Ah oui, répondu, signe commandant, mais je suis pas sûr que ce soit lui qui ait écrit, mais en fait, ils ont prévenu la son gentillesse attaché de de me presse. oui, sûrement quelqu'un de la fondation à Hein. l'époque qui avait Oui. pour charge de répondre aux gentilles lettres que recevait la fondation. Et puis, je suis devenu biologiste marin, ingénieur écologue en fait. Et je dois dire qu'en Algérie aussi, bien sûr, tout ça a joué un rôle, y compris les documentaires, mais aussi les rencontres, hein. Les rencontres, y compris familiales, dans le cadre de ma famille. Un de mes oncles qui allait régulièrement pêcher en mer, pas professionnellement, mais parce qu'il aimait beaucoup aller pêcher en mer. Mustapha, pour le nommer. Et puis ma tante Samia aussi, Samia Chekchak, devenue Samia Toualbi,
créé la première émission de radio Oui, consacrée bulle à verte. l'écologie. Bulle verte, exactement. Et puis Bulle moi-même, verte, oui. elle m'emmenait avec elle de temps en temps. J'ai eu l'occasion de découvrir le parc national d'El Khala, comme ça, Ouais. donc les zones humides d'El Khala. De rencontrer aussi des grands hommes, des grandes femmes qui ont fait cette histoire de l'écologie en Algérie, de la protection de l'environnement. Je pense entre autres à Mustafa Müller, qui était un Allemand de l'Est qui avait combattu du côté algérien pendant la guerre d'indépendance et qui a été des personnes clés qui a créé les parcs nationaux en Algérie. À l'époque où je le rencontrais, il avait une petite cabane dans le Djurdjura. Et puis, il a dirigé le parc national du Tassili, Nadja. Et tout ça m'a donné envie et confiance dans le fait que je pouvais faire une carrière, moi aussi, dans l'environnement et dans des métiers proches de la nature. Le fait d'avoir découvert le désert aussi algérien m'a donné une énorme, énorme attraction pour ce qu'on appelle les milieux extrêmes. J'ai toujours été Mhm, fasciné par comment la vie est capable de s'adapter à des milieux dits extrêmes. Et c'est ce qui m'a donné ensuite envie d'aller découvrir d'autres milieux extrêmes. mhm. Vous n'avez pas eu envie de faire dans la bijouterie, comme votre Alors, famille, comme votre défunt oui, c'est vrai père, que comme vous êtes d'une famille issue d'une famille de bijoutiers. Donc oui, depuis non, mon ça ne vous a grand-père, pas. Oui. tout, tout à fait, depuis mon grand-père, les bijouteries, bon, Billiken, pour ceux qui connaissent, bijouterie Chek Chak, mon père était vraiment un bijoutier assez connu en Algérie. Moi, dès le départ, ma famille avait compris que c'était la nature, c'était les animaux, les plantes, la mer. Et je crois que ça a été dès 5-6 ans. Donc, je me Ouais. rappelle pas la première fois où j'ai mis un masque pour regarder ce qui se passait sous l'eau. En fait, je m'embêtais à la plage un peu. Moi, je voulais aller dans les rochers, je voulais aller voir les poissons, les crabes. Et donc, je crois que là aussi, si je voudrais rendre hommage à ma famille, d'ailleurs, à ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, pour m'avoir soutenu, en fait, surtout mes parents, hein, parce que je suis plus âgé de mes frères et sœurs, de ne jamais, jamais m'avoir mis de la pression pour que je reprenne quoi que ce soit et de me laisser aller vers mes passions. Oui. Et donc, voilà, encore une fois, il y a des gens qui peuvent vous inspirer en vidéo, à travers les documentaires, et puis aussi des gens proches de vous, des rencontres qui font qu'à un moment donné, ce qui semble complexe pour faire une carrière, si vous êtes soutenu, vous y allez et vous osez. Et puis finalement, c'est vrai que maintenant, je suis un peu reconnu pour ces domaines-là et ces enjeux-là. Et je suis plein de gratitude pour ceux qui m'ont accompagné sur mon chemin de vie. Parfait. Alors, racontez-nous comment vous avez rejoint la Fondation Cousteau et comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Je pense que vous n'avez pas rencontré le commandant Cousteau, il était déjà Il était décédé, déjà je décédé, tout pense. à fait. Est-ce que vous avez J'ai rencontré pas peut-être connu ses l'équipe fils Cousteau. ou pas les... Oui, Oui, j'ai pas connu l'équipe Cousteau et la Cousteau Society à la grande époque, et je dois dire d'ailleurs qu'à un moment dans ma carrière, quand j'ai commencé à m'orienter vers la biologie marine et l'écologie, donc l'écologie scientifique, j'ai commencé à faire mes études en France, et puis comme certains scientifiques, j'ai regardé les documentaires Cousteau avec un autre regard. C'est pas vraiment de la science, c'est surtout du cinéma, même si ça a inspiré énormément de personnes à travers le monde. Mais quand même, j'avais très fortement conscience que ces documentaires Cousteau m'avaient suffisamment inspiré, comme des tas de personnes à travers le monde, pour que je me dirige vers la carrière que j'ai choisie. Et donc, j'étais vraiment reconnaissant de ce rôle qu'a joué l'équipe Cousteau et la Cousteau Society. Et j'ai fait mes études au Canada pour me spécialiser dans la mise au point, par exemple, de programmes pour mettre en place des parcs nationaux, faire en sorte qu'il y ait quand même des activités économiques qui soient possibles tout en conservant la biodiversité, donc le vivant, en faisant en sorte que l'économie ne soit pas au détriment de la vie, y compris non humaine, hein, donc mm, des autres espèces. Donc je me suis spécialisé, j'ai étudié au Canada. À l'époque, j'étais parmi les premiers. Maintenant, pas mal de gens vont étudier au Canada, y compris ceux qui peuvent, en tout cas, avec aussi une diaspora algérienne plus nombreuse oui, dans un pays, dans certaines provinces canadiennes. À l'époque, on était assez peu nombreux. Et du coup, en sortant de mes études, je suis revenu en Europe. Je pensais même m'installer définitivement au Canada, dans une autre province plutôt anglo-saxonne. J'ai découvert un peu plus aussi les milieux polaires canadiens à ce moment-là, donc l'Arctique. Et puis, j'ai fondé ma propre entreprise parce que je voulais voir un petit peu sur le terrain comment se passaient les enjeux de développement et d'environnement. Et entre autres, je me suis intéressé aux pêches et aux pêcheries.
J'étais observateur des pêches sur des bateaux pour voir comment les bateaux-usines je parle pas des petits pêcheurs, hein, je parle vraiment des bateaux qui ramassent vraiment beaucoup de poissons, de manière non durable, malheureusement. Mais je sentais bien que le fait que j'avais un jugement, c'est pas bien versus protéger, c'est mieux, c'était pas non plus très juste et qu'il fallait que je comprenne les logiques économiques, voire géopolitiques, qui expliquaient on en est arrivé à surexploiter les bancs de poissons dans différentes zones du monde. Le thon, ou Mhm. même la morue au large du Canada. Donc j'ai été observateur Oui. des pêches pendant quelques années. Donc c'est des missions à bord de bateaux où je contrôlais un peu ce qui se passait, un peu comme le policier à bord, un peu. Je n'ai pas toujours le bienvenu d'ailleurs, même si j'ai eu Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, des belles ouais. amitiés qui se sont quand même créées à cette occasion-là. J'ai travaillé dans le golfe de Guinée sur le thon, et j'ai travaillé aussi dans les grands bancs de Terre-Neuve, au large des grands bancs de Terre-Neuve, au large du Canada. Et puis, suite à cette expérience, j'ai créé ma propre société avec justement Jean-Philippe, chez qui je suis aujourd'hui, qui s'appelait Ilae. Et on a formé et envoyé des observateurs des pêches. Et j'ai aussi collaboré avec le Muséum d'histoire naturelle parallèlement, parce que j'ai toujours eu du mal à être dans une seule case, où j'étais jeune chercheur et je travaillais sur les écosystèmes Kerguelen. Ce sont des îles subantarctiques, ce qui m'a Mhm. donné aussi l'occasion d'avoir une approche de ces environnements polaires antarctiques, même si j'avais déjà une expérience de l'Arctique, donc le nord, hein, l'Arctique c'est le nord, l'Antarctique le continent au sud. Et voilà comment, à un moment donné, j'ai vu passer une annonce pour la Fondation Cousteau et je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion. J'avais trop envie, je savais très bien que c'était plus la grande époque, mais pour moi, c'est une façon de redonner à cette organisation ce qu'elle avait pu m'apporter à moi et à tant d'autres. Et donc, Mhm. après avoir été chef de projet sur des projets d'environnement, je suis devenu assez rapidement directeur sciences et environnement, où on a mené des missions en mer Rouge. J'ai eu l'occasion de participer à une expédition avec National Geographic et la Fondation Cousteau en mer Rouge pour fêter les 50 ans d'expédition Cousteau, parce qu'il s'avère que c'est la seule organisation qui a 50 ans d'archives sous-marines. Et donc, on peut comparer ce qui se passait en mer Rouge dans les années 50 à ce qui se passe en mer Rouge maintenant. Et à cette époque-là, donc, j'ai participé à la mission et je suis resté dans un des pays qu'on avait parcouru en mer Rouge pour développer un programme terrain et aider deux parcs nationaux à émerger. Et c'était au Soudan, sur la côte du Soudan, à une époque où même nous en Algérie, on n'avait pas forcément une bonne opinion du Soudan à cause des problèmes politiques qui pouvaient s'y passer. Moi, j'ai Mhm. découvert un pays fascinant avec Ils avaient 750 déjà kilomètres. cette conscience, pardon, écologique, c'est ça que vous voulez dire? Ils avaient déjà cet intérêt pour la Alors, préservation de leur environnement? oui, oui, bien sûr, mais en même temps, leur priorité, c'était le développement. Et c'est pour ça que Mhm. c'était très intéressant. C'est-à-dire que souvent, dans la tête de beaucoup de personnes, on oppose protection de la biodiversité et des espèces au développement. Alors que là, c'est impossible. Quand vous avez des besoins humains fondamentaux qui ne sont pas remplis, des pêcheurs qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès en fait à des conditions de vie décentes, vous ne pouvez pas leur dire faut protéger les coraux et les requins si vous ne leur offrez pas des opportunités économiques grâce à cette Mhm. protection. Donc moi, j'ai Oui. travaillé pendant des années avec des équipes pluridisciplinaires pour faire un état des lieux de la côte, 750 km de côte, avec des coraux extraordinaires, des populations de poissons et de requins qui n'avaient pas encore été surexploitées parce qu'il n'y avait justement pas eu trop de développement. Et tous nos travaux ont conduit à faire que ces deux endroits ont été déclarés patrimoine mondial de l'humanité marin par l'UNESCO. Alors ça permet d'avoir aussi plus de fonds pour gérer ces endroits-là et puis aussi développer un peu plus le tourisme de la plongée pour faire en sorte qu'une activité économique soit générée par ces protections. Et puis des zones aussi où on peut faire des activités, d'autres où on doit protéger intégralement. Et c'était mon travail en fait entre autres au Soudan, Djibouti, un peu au Mexique également. Voilà mes années Cousteau, et je continuais parallèlement à être chef d'expédition polaire pour une compagnie hollandaise qui s'appelle Ocean Wide Expedition, pour qui je travaille toujours régulièrement, en Arctique et en Antarctique. Voilà en gros, Oui. en sommaire, on va dire, une partie de ma carrière. Alors, justement, Tariq Shekshak, on lit, on entend tous les jours, enfin, de plus en plus, parler des dangers du réchauffement climatique, bien entendu, et que l'impact et les conséquences du réchauffement climatique eh ben, se voient, se perçoivent dans les zones extrêmes de la planète, les zones glacées dont vous venez de parler, l'Antarctique, l'Arctique, des zones que vous connaissez bien, que vous pratiquez depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez constaté justement l'impact du réchauffement climatique dans ces zones-là?
Oui, bien sûr, surtout dans certaines zones comme l'Arctique, hein, encore plus que l'Antarctique. L'Antarctique, ça va surtout être sur une partie qu'on appelle la péninsule antarctique qui fait face à l'Amérique latine, à la Terre de Feu, où là, vraiment, les impacts sont importants. Et c'est vrai que c'est très impressionnant en 25 ans de voir tous ces changements aussi rapides, que ça soit des reculs de glaciers de plusieurs kilomètres parfois, hein, c'est-à-dire des glaciers que je connaissais au début de ma carrière, qui maintenant ne sont plus à l'endroit où ils étaient, avec des îles même qui apparaissent, qui n'étaient pas là, qui étaient sous la glace, mais aussi des changements au niveau des espèces. Et des fois, pas Mhm. forcément que des changements négatifs, hein. C'est-à-dire que par exemple, je n'ai jamais vu autant de grandes baleines remonter au nord. Mais ce qui veut dire qu'il y a des grands changements océaniques aussi qui sont en train de survenir. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ces changements que l'on voit là-bas, ça peut être aussi des impacts sur les populations locales. Par exemple, la partie du terrain qui est toujours gelé, même pendant l'été, qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost en anglais, eh bien, quand ça commence à se dégeler, ça a plusieurs conséquences. Ça va faire que le terrain est plus meuble, donc des infrastructures humaines peuvent se fissurer, que ce soit des routes ou même des immeubles, etc. Beaucoup plus d'érosion également, mais aussi du dégazage de méthane, un gaz à effet de serre extrêmement important. Et puis, il y a aussi la disparition de ce qu'on appelle la banquise. La banquise, c'est pas Mhm. les glaciers. Les glaciers, c'est Mhm. sur la Terre. C'est de l'eau douce qui est sur Terre. La banquise, c'est de l'eau de mer qui est congelée. Oui, Et la banquise, normalement, surtout dans l'Arctique, elle peut avoir une grande proportion qui ne fond pas pendant l'été. Ce qu'on appelle la banquise pluriannuelle. Il y a une partie qui se reforme l'hiver et une partie qui fond, mais il y a normalement une grosse masse qui ne fond pas, ou quasiment pas, qui met plusieurs années avant de fondre. Eh bien, ça, c'est en train de se réduire de manière drastique. Et ça a plusieurs conséquences. Juste quelques exemples, hein, des conséquences qui nous influencent nous aussi dans les autres contrées, hein. C'est pas simplement là-bas qu'on voit ces conséquences. oui. Euh, Mhm. les océans, il y a des courants marins, et entre autres, qui sont liés à la température de l'eau des océans et aussi à la salinité. La vieille banquise, elle a plus de sel, parce qu'au fur et à mesure que la glace se forme, elle expulse son sel. Et l'eau salée et froide, elle est plus lourde, donc elle a tendance à couler. Et elle est remplacée par de l'eau de surface. Et ça favorise les courants marins, en fait. Ça génère des courants. Mais tout d'un coup, si vous avez une immense quantité d'eau douce qui fond, donc la vieille banquise, eh bien, l'eau est plus chaude et elle est moins lourde parce qu'elle a moins de sel. Et donc, ça ralentit les courants. Et Oui. ça, en fait, ça Donc, ça doit change avoir un impact sur sur le climat, y compris sur le climat, sur les poissons, sur la en vie Europe de animale, l'Ouest, végétale. etc. Oui, Ouais. Et y oui, compris en Europe de l'Ouest, le Gulf Stream, par exemple, qui est un courant marin qui longe les côtes de l'Europe, eh bien, sa vitesse est en train de diminuer à cause de ça. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Donc, oui. en Antarctique, maintenant, continent blanc extraordinaire, avec vraiment. C'est magique hein, d'aller en Antarctique, on a beaucoup de chance quand on peut Une aller là-bas. chance, oui. Oui, oui. Donc là aussi, il y a des changements ces dernières années où on a des glaciers flottants. Cette fois, c'est pas de la banquise, c'est vraiment de la glace de terre, mais il y a une partie ce qu'on appelle les plateformes, qui flottent, qui crée une sorte de bouchon aux glaciers qui sont sur la Terre. Et ça, c'est en train de se fractionner. Donc, ça accélère les glaciers qui sont sur Terre, qui déchargent de l'eau de manière importante, qui peut augmenter de manière significative le niveau de la mer générale de la planète. Donc, Oui. il y a des changements que j'ai pu observer avec bien d'autres. Mais attention, c'est pas des changements qui concernent que les pôles, ça concerne toute la planète en fait. Mhm. Alors, aujourd'hui, votre nom est étroitement lié à ce qu'on appelle le biomimétisme. D'accord, vous en parlez beaucoup. Vous êtes d'ailleurs, tant que je ne me trompe pas, vous dirigez le pôle biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables. J'adore le nom de cet institut, les futurs souhaitables. C'est plein de promesses. Alors, peut-être nous dire deux mots sur cet institut des futurs souhaitables et puis nous expliquer ensuite ce qu'est euh, la, la biomimétisme ou le biomimétisme, comme on Le l'appelle. biomimétisme, on peut dire ça, oui, tout à fait. Oui. Le Inspiration. biomimétisme, voilà, en quoi ça consiste exactement et ses champs d'application. Alors, l'Institut des futurs souhaitables, effectivement, rien que pour le nom, j'avais envie de les rejoindre. J'interviens pour eux depuis l'origine. On a fêté nos 10 ans cette année en tant qu'expert dans des formations qui font découvrir en fait ce qu'on appelle les signaux faibles de ce qui pourrait être
des innovations qui nous parlent de demain, mais à l'aune de ce que demain pourra avoir de meilleur. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on nous parle beaucoup des catastrophes, on nous parle Mm. beaucoup, même dans les films de science-fiction, des futurs où on n'a pas réussi. Et l'Institut s'est spécialisé dans essayer d'imaginer où est-ce qu'on aimerait être, non pas où est-ce qu'on devra être parce qu'on y sera forcé, mais où est-ce qu'on aimerait être malgré tous les problèmes de l'époque, malgré le dérèglement climatique, les crises géostratégiques, etc., pour repérer dans le présent des innovations, des initiatives qui sont compatibles avec ces futurs qu'on aimerait rejoindre. Et donc les cultiver, comme la permaculture par exemple. Je suis dans ce centre sur la permaculture Oui. ici. Donc Ou là, on est d'autres. dans les solutions. On est dans les Ouais, solutions, là. voilà, Ouais, on est dans ça, les c'est bien. solutions. Mm. Et pourquoi je me suis intéressé à ça, et au biomimétisme entre autres, je vais dire quelques mots sur le biomimétisme, c'est l'art de s'inspirer des autres espèces et du fonctionnement des écosystèmes, comme une forêt tropicale ou un désert ou un récif de corail, pour trouver des solutions qui permettent de régler des problèmes humains, que ça soit dans l'architecture, dans la science des matériaux, ou dans les modes d'organisation. C'est ça un peu le biomimétisme, et de le faire vraiment avec les enjeux de développement durable, voire de développement régénératif au cœur de l'intention. C'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est Mhm. l'innovation pour réduire l'empreinte carbone, pour réduire la toxicité des matériaux, pour fonctionner en économie circulaire. Je redéfinirai peut-être un petit peu tout ça tout à l'heure. Et le biomimétisme, c'est assez récent, c'est 1997, c'est une américaine qui s'appelle Janine Benyus qui a posé cette intention. Mais le fait de s'inspirer du vivant pour innover, ça c'est beaucoup plus ancien. Oui. Euh, Léonard de Vinci, par exemple, qui disait va dans Mm. la nature, là est ton futur. Donc ça c'est la Renaissance. Et tout humain, en fait, je pense dès l'origine, a A toujours observé, observé. Oui. voilà, autour de Oui. lui Mm. pour innover. Mais le faire avec cette intention de régler les enjeux de l'époque, que sont les pollutions, le dérèglement climatique, les inégalités sociales également, ça c'est plus récent, c'est 1997. Et voilà ce à quoi je me consacre. Pourquoi je me consacre? Parce que après avoir passé des années sur le terrain, avoir vu beaucoup de changements, malheureusement très rarement positifs, sur les environnements naturels, que ça soit même notre parc national après là. Un jour, on a décidé de construire une route Oui. en plein milieu. Mhm. Oui. Alors, je Oui. comprends très très bien, on a besoin d'infrastructures. Mais est-ce que forcément construire des infrastructures utiles pour la mobilité, le transport, etc., ça doit se faire en détruisant des écosystèmes naturels qui sont des patrimoines en fait nationaux, des Mhm. patrimoines pour les générations futures. Moi, je fais le pari que c'est possible d'allier les deux. Et le biomimétisme, pour moi, c'est une direction pour monter en amont, plutôt que d'être sur le terrain en train de se demander comment on enlève la pollution, comment on enlève le plastique dans les océans, le CO2 dans l'atmosphère. On va travailler avec les ingénieurs, avec les équipes de recherche et développement pour peut-être essayer de stimuler leur créativité en leur transmettant la façon dont le vivant crée des plastiques 100% biodégradables. Votre ongle, par exemple, Oui. il n'y a Oui. jamais pensé. Mais l'ongle, c'est un plastique extraordinaire. Alors l'idée, c'est pas de vous arracher les ongles pour faire du plastique, hein, mais de comprendre la chimie du corps qui génère, comme la coquille des insectes, de certains insectes, la carapace de certaines crevettes, etc., des matières qui peuvent être imitées pour créer des choses utiles à la technologie et aux humains, mais sans poser tous les problèmes que posent les technologies actuelles. Et Mhm. l'Institut, Des en fait, exemples peut-être je vais vous en de donner réalisation, quelques-uns. hein? Oui. Bien sûr. Mhm. Euh, L'Institut part du principe, l'Institut du futur souhaitable, que les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Il ne s'agit pas de dire un tel est gentil et les autres ils ont eu tort, ils ont été méchants. C'est pas ça du tout la question. On a sincèrement voulu régler les problèmes du XXe siècle avec l'agriculture intensive, avec la pétrochimie. Sauf que maintenant on en voit les conséquences et il nous faut innover différemment. Et donc, c'est vraiment ça le cœur de la philosophie. Pour revenir au biomimétisme, il y a trois grands types de biomimétisme. On va s'intéresser parfois à la forme d'un arbre ou d'un coquillage, essayer de comprendre en quoi cette forme répond aux contraintes de l'évolution, que ça soit pour l'arbre la prise au vent, la nécessité de faire de la photosynthèse, donc de capter la lumière du soleil pour faire des sucres et faire donc de toute la chimie qui va être utile d'ailleurs à plein d'autres espèces après, ou s'ancrer dans le sol, etc. Eh bien, ça, on peut en comprendre les règles et inspirer des architectes pour qu'ils fassent des bâtiments qui vont mieux résister aux tremblements de terre ou aux ouragans, etc. Même la Tour Eiffel en France, par exemple, peu de gens savent, même en France, que Gustave Eiffel a travaillé avec un ingénieur allemand à l'époque qui avait étudié la façon dont l'os se répartit dans un os de fémur humain. Et en fait, l'os, il va se répartir sur les lignes de force. C'est ce qui a donné la structure en treillis de la Tour Eiffel. Donc, plutôt que d'avoir un moule où on met de la matière partout,
eh bien, on va mettre que là où c'est nécessaire, là où vraiment ça apporte de la résistance. Donc, on peut alléger D'accord. très fortement une structure tout en garantissant la solidité. Imaginez les os d'oiseaux, c'est pareil, hein. Un oiseau, il doit être solide, son os, mais en même temps hyper léger. Donc, vous Oui. avez ce qu'on appelle le design paramétrique dans l'ingénierie physique qui s'inspire de toutes ces espèces qui ont besoin d'être des champions, quelque part, pour ne pas dépenser trop de matière inutilement. Après, il y a la science des matériaux. Je vous ai parlé de l'exemple du plastique bio-inspiré, mais par exemple, je peux prendre l'exemple du verre. Pour faire du verre, une bouteille en Mhm. verre, c'est 1500 degrés Celsius. Il y a une éponge en verre qui pousse naturellement dans l'océan, ou même des petites algues qui ont des squelettes en verre. Ils synthétisent dans l'eau à température ambiante. Nous, on a besoin du feu à 1500 degrés Celsius. Alors, l'idée, c'est de voir comment on synthétise cette éponge, comment on synthétise cette diatomée, cette algue. Et il y a eu un procédé inventé qui s'appelle le procédé Sol-Gel, où on est capable, pas de faire des doubles vitrages pour le moment, mais des revêtements de verre dans de l'eau. Donc, on passe de 1500 degrés à Ah température oui. ambiante. Mm. Donc, il y a des tas d'exemples comme ça. Impressionnant. Je vous en donne Oui. Ouais. quelques-uns, oui. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Euh, j'ai vu que vous accordez beaucoup d'importance à l'eau, enfin, c'est naturel, et que vous trouvez beaucoup de solutions dans l'eau. Vous dites que l'eau est un solvant universel et qu'on a tout à gagner à y avoir recours dans différentes opérations, n'est-ce pas? Vous Oui, pouvez mais nous avec expliquer ce... parcimonie, Vous venez de le dire un petit peu, mais j'aimerais que vous le développiez un peu plus. ben, ça touche au troisième type de biomimétisme. Donc, je vous ai parlé de la Ouais. forme, des matériaux, et il y a ensuite plutôt le cahier des charges qui semble émerger de 3,8 milliards d'années. Quand même, la vie existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. Il y a eu des essais et des erreurs, l'évolution a fait le tri, et on se rend compte qu'il y a des règles à respecter. Déjà, toute la chimie du vivant est basée sur l'eau. La vie est apparue dans l'eau, hein. Mm. Est apparue dans l'eau il y a 3,8 milliards d'années. Donc ça veut dire que l'eau est vraiment, justement, essentielle à la vie. Et bien sûr, l'idée, c'est pas d'aller faire de la chimie en utilisant l'eau sans se soucier du cycle de l'eau, donc la façon dont l'eau peut être recyclée, réutilisée. Et pour moi, c'est une aberration d'utiliser l'eau pour nettoyer nos toilettes, par exemple, alors que c'est un gaspillage énorme. Alors, je pense que dans un pays comme l'Algérie, on parlait des conséquences du dérèglement climatique en Antarctique et en Arctique. Il y a des tas de régions, y compris en Algérie, bien sûr, mais aussi en France et en Europe, qui vont souffrir d'un manque d'eau. Et je Mhm. pense qu'il y a d'énormes marges d'amélioration en arrêtant de gaspiller cette ressource essentielle. En arrêtant de faire des arrosages à n'importe quel moment, il faut passer au goutte à goutte. On voit bien dans des pays comme l'Algérie ou dans des zones désertiques que, évidemment, on réfléchit à toutes ces solutions-là. Il y a encore d'énormes progrès à faire, surtout qu'on va être en stress hydrique. Le GIEC le prévoit, hein, donc le groupe qui réfléchit, de scientifiques qui réfléchit aux conséquences du dérèglement climatique. Et l'eau est vraiment non seulement le solvant du vivant, mais est aussi une matrice fondamentale du vivant, tout comme les sols fertiles, sinon on est obligé de les Ouais. remplacer par de la chimie, tout comme l'air pur, et aussi pour une espèce humaine comme la nôtre, les matrices sociales, c'est-à-dire être capable d'avoir une société en bonne santé. Donc on essaye dans nos approches de faire en sorte que ces matrices essentielles soient préservées, restaurées si elles ont été dégradées, et en tout cas qu'on les considère comme des biens communs extrêmement importants. Alors, vous parlez de stress hydrique, justement, et on dit que l'eau se raréfie. Pardon. L'eau se raréfie, bien entendu. Il faut trouver des solutions alternatives. En Algérie, on a commencé à procéder à la désalinisation de l'eau de mer, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est une des solutions ou la solution, par exemple, pour Alors, pallier le manque d'eau en Algérie? il y a, Ou alors, faut pas toucher à la mer, c'est pas une solution. Qu'est-ce que vous en alors, pensez? moi, je suis plutôt pour la voie du milieu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme Parce qu'il pleut l'énergie. pas beaucoup, non. Il pleut pas Ouais. beaucoup non plus. On peut pas toujours récupérer l'eau des pluies parce qu'il pleut pas beaucoup non plus. Oui, puis ça dépend des régions. Autant Oui. peut-être dans certaines comment dire, saisons, il peut y avoir suffisamment de précipitations sur les montagnes du Jura, par exemple. Mhm. Autant dans les hauts plateaux et dans le désert, on est dans une autre problématique. Mm. Néanmoins, je pense que quand on parle de solution, c'est toujours multimodal, c'est-à-dire que c'est très rare, vous allez jamais m'entendre dire il y a une solution qui est la bonne solution. En général, un groupe de solutions qui nous permet aussi d'avoir de la résilience. La résilience, c'est la capacité à résister au changement. Par exemple, même si on a énormément de soleil, je pense que l'Algérie, tout comme d'autres pays qui ont bénéficié de cette ressource, est sous dépendance extrême toujours.
des hydrocarbures et du gaz. Et donc, il y a nécessité au niveau de l'énergie d'aller chercher d'autres sources pour pouvoir assurer le futur quelque part. Et le solaire, bien sûr, Mhm. est un grand enjeu. Mais même là, avec Mhm. le solaire, je dirais que ça serait une erreur de mettre 100% solaire. Donc c'est un mélange de d'éolien là où c'est possible, de solaire, de biomasse, donc récupérer la matière organique là où c'est possible, voir les déchets humains pour faire du gaz, etc. Dans le futur, ça sera plutôt ça. Et pour l'eau, c'est pareil. C'est-à-dire que l'eau, vous avez en fonction des régions pas du tout les mêmes problématiques. Dans certains cas, on peut compter en partie seulement sur l'eau fossile, donc dans le désert par exemple, avec les nappes phréatiques assez profondes, mais il faut faire attention, c'est un capital qui ne se renouvelle pas, ou tellement longtemps pour se renouveler qu'on peut quasiment dire qu'il ne se renouvelle pas. Dans d'autres cas, on peut allier meilleur usage de l'eau, c'est-à-dire déjà chasser tous les gaspillages, que ce soit les réseaux qui fuient ou bien les façons d'arroser qui sont complètement inadaptées, on va dire, au contexte dans lequel se trouve notre pays. Et puis, éventuellement, pourquoi pas, de manière modérée, un peu de désalinisation, mais avec la question des déchets quand même. Qu'est-ce qu'on fait du sel? Est-ce que c'est pour rejeter ça dans un environnement qui va être perturbé par les rejets? Donc, Mhm. c'est une approche systémique en fait que Mhm. je recommande. Et non pas dire, voilà, ça c'est la solution maintenant, on oublie les autres. Non, en fonction du contexte, on va proposer un panaché de solutions en ayant conscience de ce qu'on appelle les transferts d'impact. C'est-à-dire, je règle le problème de l'eau grâce en partie à la désalinisation, mais je crée un autre problème ailleurs qu'il faudra gérer plus Très tard. bien. Tariq Shekchek, aujourd'hui, et pour Oui. revenir en Algérie, où vous êtes né, où vous avez grandi, vous en avez parlé un peu au début, de quelle manière voyez-vous, verrez-vous votre rapport hein, par rapport au domaine qui vous concerne, bien entendu, que ce soit le biomimétisme ou l'exploration, la protection de la nature, ou, vous voyez, si ce n'est peut-être déjà fait, hein, mais de quelle manière voyez-vous votre rapport? Alors déjà, c'est vrai que je forme pas mal de personnes à ces approches-là, dans différents métiers. Ça va de l'architecture au design d'objets, en passant par la science des matériaux, la cosmétique, etc. Et je pense entre autres récemment à une personne que j'ai formée, donc qui s'appelle Saïda Terra, qui est architecte, maintenant biomiméticienne et qui a fait d'ailleurs un master récemment, un Natural Inspired Design à l'ENSI, qui est une école de design industriel. Et à l'époque, donc je crois que c'était jusqu'en décembre 2021, si je ne me trompe pas, elle a fait un doctorat à Constantine, à la faculté d'architecture au Lab Urba, sur l'apport de la flore, en fait, donc les plantes locales dans le design justement biomimétique qui permet de mieux gérer l'eau et la sensibilité au manque d'eau dans les espaces architecturaux qui sont plutôt sur la côte, donc balnéaires. Et elle s'était Formidable. particulièrement concentrée sur la zone kabyle et nord-est algérien. Donc voilà, ça c'est un exemple. Après, moi je suis bien sûr assez demandé un peu partout en France et un peu à l'international. Et je dois dire que je n'ai pas eu l'occasion encore de creuser ces questions-là sur le terrain en Algérie. Je serais ravi de pouvoir le faire. Peut-être que c'est l'occasion de tendre la perche, on ne sait jamais. Voilà, très bien, c'est dit. Alors, comme c'est la tradition dans Diasporama, on termine avec quelques questions personnelles pour découvrir, pour connaître un petit peu les goûts de nos invités. Et on va commencer par la question culinaire. Vos goûts culinaires, Tariq Shekchek, et est-ce que vous cuisinez aussi? J'aime bien cuisiner, surtout quand c'est pour des proches, des amis. Quand je suis tout seul, bon, je vais au plus simple. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment un moment de convivialité et j'aime bien faire plaisir et faire découvrir des choses, entre autres, qui viennent d'Algérie, quand c'est des amis qui connaissent pas trop ce type, on va dire, de plat. J'adore, Par entre autres, cuisiner exemple. la shorba, par exemple. Mhm. La shorba turquoise. J'ai récemment essayé avec peut-être la bénédiction et les recommandations de ma mère de faire la rechta, qui est un plat que j'adore aussi. La shakshuka, je ne l'ai jamais faite, mais j'adore. Et sinon, ben, je suis assez curieux de toutes les cuisines du monde, hein. Là, je reviens de Mhm. Colombie. J'ai pris, je pense, 2 kilos en 3 semaines parce que j'ai du mal à refuser un plat que je ne connais pas, simplement parce que je suis curieux. Donc, j'aime Mhm. bien explorer aussi à ce niveau-là. Et la cuisine colombienne est très bonne. Oui, alors en fonction des régions, ça peut être assez basé Oui. sur l'huile quand même, hein, mais Oui, oui, sinon, ça peut j'ai eu être la gras un chance, oui, peu, oui, c'est vrai. Mm. oui, un petit peu gras, mais j'ai eu la chance de découvrir des très bons plats, effectivement, Oui. dans les différentes régions.
Mais sinon, dans les expéditions, bon, c'est une curiosité, dans les expéditions, qu'est-ce qu'on mange? Bon, on prend quoi en stock, en réserve? C'est quoi? C'est des conserves? C'est quoi? Ça se présente Alors, comment? ça va dépendre. Lyophilisé, c'est quoi? Ça va dépendre. Moi, j'ai la chance de travailler souvent sur des navires, hein, plutôt des brise-glaces, donc on est souvent bien équipé. Quand on campe, par contre, sur le terrain, alors là, effectivement, on va être le plus léger possible. Donc, lyophilisé, pourquoi? Parce que justement, c'est moins lourd à porter. Donc, Mhm, effectivement, il y a des cas comme ça. Et sinon, quand je travaillais avec Cousteau, eh bien, j'allais m'adapter à la nourriture locale, hein. Bien sûr, quand on pouvait pêcher dans des zones où c'était possible de pêcher de manière très très modeste pour pouvoir avoir un complément alimentaire, et bien on le faisait quand on était en expédition. Et sinon, eh bien, une des recommandations de la famille Cousteau, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je travaillais entre autres avec Madame Cousteau et puis deux des enfants du commandant Cousteau, Pierre-Yves et Diane Cousteau, tenait beaucoup à ce qu'on fasse en sorte de soutenir l'économie locale quand on a des expéditions et donc dès que possible se fournir localement. Tout simplement mhm, pour ramener un petit peu aussi d'argent, d'économie aux petits pêcheurs et aux gens localement. Donc souvent on oui, se nourrissait avec ce qu'on trouvait sur place. oui. Vos Après, goûts il y a des plats musicaux? un peu bizarres, Ah, hein. oui, oui, Alors dites-nous, les c'est goûts quoi? musicaux, alors j'aime beaucoup écouter des musiques qui viennent du monde entier, en fait, y compris de la musique, bien sûr, algérienne. J'ai grandi avec Idir, grandi aussi avec des styles peut-être un petit peu plus de notre époque, comme Raina Rai, Cheb Khaled, bien sûr, Cheb Mami. Et j'aime bien quand il y a une belle orchestration. C'est vrai que j'étais assez fan de certains albums de Cheb Khaled, quand il y avait vraiment une belle orchestration, quand il a travaillé avec Safi Boutella, par exemple, pour l'orchestration. Et puis sinon, Mhm, aller découvrir aussi des musiques du monde, que ce soit la musique brésilienne, par exemple, euh, euh, Vinicius de Moraes, que j'aime beaucoup, ou bien Elia Batistida, Sade aussi, que j'aime bien. Euh, voilà, donc vraiment, après les grands classiques, Pink Floyd, je suis un grand fan aussi de Supertramp, de Tom Jones. Je dois dire que je suis resté peut-être dans les années 80, quelque part, mais j'explore quand même de ouais. temps en temps aussi, des morceaux qui vont être plutôt du rap, mais du rap qui va chercher quand même à travailler les textes et les rythmes, je dirais, pas n'importe quel rap. Je crois quand même que je suis assez ouvert en fait, et j'aime bien écouter différents styles, voilà, pour le dire. Et je suis touché par les mariages culturel. Entre, par exemple, j'ai adoré il y a quelques années une chanson de Jacques Brel, mais transformée en salsa sur Mhm, Ne me quitte pas. oui, Voilà, ça oui. j'aime bien. Bien le shabi et la musique espagnole et le flamenco. Mhm, mhm, Où on se rend compte en fait qu'il y a une âme commune qui est partagée, quand ça nous parle aussi d'histoire en commun, et entre autres l'histoire espagnole et l'histoire de l'Andalousie et de l'Afrique du Nord, il y a tellement de liens, ça me touche particulièrement. Voilà. J'aime bien la mhm. musique Les soufie. fusions, Voilà, oui. plutôt le côté fusion. La musique soufie aussi, qui, quand c'est Mhm, très très simple, une flûte, un oud, un ney, donc la flûte des soufis, je trouve que ça, tout ce qui va chercher la spiritualité aussi la plus profonde, à travers la musique, de très épurée, ça me touche également. Voilà, je sais pas si mhm. ça répond un peu, mais voilà. Mais ce sont vos réponses. Et moi, mais je pensais en même temps au silence qui doit régner dans certaines contrées lointaines où vous vous rendez, et où c'est le silence total. Et le silence est une note de musique aussi. Alors ça Vous arrive de devez temps avoir en temps qu'on ait la un chance d'être signal. de connaître le Oui. silence. Alors malheureusement, j'ai pas totalement cette chance parce que j'ai eu un accident de plongée quand j'étais jeune qui fait que j'ai un sifflement permanent dans mon oreille depuis, et ça Ah, fait maintenant je me suis habitué. Mais néanmoins, même là, je mm, dirais qu'il y a eu des cas effectivement de silence total après beaucoup de vent dans l'Arctique. Mais en général, il y a toujours des bruits subtils, que ça soit mm, le vent, la glace qui craque, les petites bulles qui sous pression qui sortent de la banquise. Et même ça, en fait, ça rajoute une dimension sensorielle extrêmement belle, en fait, hein. Même dans le désert, un désert algérien, on peut avoir une ambiance de silence très profonde, mais si on fait attention, le crissement du sable, le léger passage du vent sur une plante, la rare plante qui a réussi à pousser, ou sur le sable même, ce qu'on appelle la géophonie, en fait, le bruit des éléments mm, physiques,
Ça aussi, c'est Mhm, quelque chose d'assez beau en fait à remarquer, de ouais. très apaisant. Je sais que l'Algérie, en tout cas, m'a apporté beaucoup par rapport à ça, surtout dans le désert, avec ses cieux étoilés incroyables et ses ambiances silencieuses, mais subtilement peuplées de sons qui ont inspiré les plus grands poètes et les plus grands mystiques, hein. Mhm. Vous avez le temps de lire et quelles seraient vos lectures préférées? Alors malheureusement, je lis, oui, mais surtout des essais qui me servent pour mes explorations. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman et j'en suis un peu désolé parce que j'aime bien ça aussi. J'ai toujours aimé lire. Et je dirais que ceux qui m'ont le plus marqué, encore une fois, un peu comme la musique, Amin Maalouf, par exemple, qui traite de l'histoire d'un grand poète qui s'appelle Omar Khayyam. Le roman s'appelle Samarcande. Ça m'avait beaucoup touché. Je dirais aussi, toujours d'Amin Maalouf, Les croisades vues par les Arabes à partir de Mhm, chroniques de l'époque qui racontent les croisades, mais vues de l'autre côté. D'habitude, on a surtout l'histoire occidentale, et là, c'est passionnant de voir comment c'est raconté avec beaucoup de surprises parfois par rapport à ce qui se passait de la part des protagonistes de l'époque du côté arabe. Et puis, Mémoire d'Adrien, Léon Marguerite l'Africain, Yourcenar, peut-être. Vous avez dû aimer Léon Léon l'Africain l'Africain, aussi. bien sûr, Léon l'Africain, Toujours toujours Amin avec Amin Maalouf. Malouf. Ouais, Ouais, ouais. Et ouais. puis Donc c'est le Marguerite même Yourcenar genre. Mm, aussi, voilà. mm, Mémoire d'Adrien, qui aussi l'histoire d'un empereur en fait et de son chemin de vie. Et j'aime bien les ouvrages qui traitent en fait de philosophie, qui romancent peut-être des vies, mais toujours avec un fond philosophique. À l'époque, mm. comme beaucoup de gens, j'avais beaucoup aimé L'Alchimiste, par exemple. Euh, et voilà, donc j'essaye de découvrir régulièrement quand même quelques ouvrages, malheureusement surtout des essais, même si je suis fasciné par certains de ces essais, et assez peu des romans depuis quelques années. Mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de lire des romans. Non, On lit c'est ce qu'on vrai a que... envie de lire. Hein. C'est pas. Vous voyez, la Ouais. dictature du goût, c'est pas notre fort. Non, mais c'est vrai que Et j'aime ça. J'aime oui, et voyager dans les puis histoires qu'on me raconte, et que là, oui, j'ai plutôt une vision utilitariste, on va dire, de mes lectures, c'est ça. Mm. qui domine, qui prend un peu le dessus depuis quelques années. Et pour le cinéma, alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça va être des films qui vous parlent, qui parlent de vos domaines, des explorations, des films qui racontent, par exemple, j'imagine que vous avez vu le film qui raconte la vie du commandant Cousteau. Est-ce que ça va être ce genre de film et de documentaire aussi que vous aimez? Ou, ou là aussi, c'est plus éclectique? Oui, c'est assez éclectique, je pense, même si j'ai, comme beaucoup de gens, une certaine attirance pour quelques séries qui me font plonger dans un univers que j'aime bien suivre pendant un certain temps. Mhm, J'ai, par exemple, récemment découvert un peu la Colombie et je me suis plongé dès que je pouvais, c'est-à-dire peu souvent, mais quand même longtemps, dans l'histoire des trafiquants de drogue qui a beaucoup marqué la région de Medellín où je me trouvais, entre autres de Pablo Escobar. Et au-delà du côté un petit peu, voilà, série sur les narcos, c'est une série qui a été faite par des Colombiens qui racontent une histoire de leur pays dont ils ont beaucoup souffert et qui continuent de souffrir parce que dès qu'on parle de Colombie, on pense trafic de drogue la plupart du temps, alors que c'est bien plus riche que ça, bien plus intéressant que ça. Et j'ai beaucoup un petit peu aimé de découvrir à travers des acteurs colombiens toute cette histoire politique, criminelle, qui a été extrêmement importante et qui explique pourquoi maintenant il y a une soif de renaissance incroyable dans la région de Medellín, qui veut s'éloigner de cette période-là, qui a été terrible, hein, qui a marqué. Donc la série pour mhm, moi était une façon de continuer le voyage que j'avais fait là-bas pour mieux comprendre un petit peu le pays. Sinon, j'aime bien les documentaires aussi, des très beaux documentaires. Et puis de temps en temps, je vais être assez fan de quelques films, que ça soit James Cameron par exemple, enfin voilà, les grands classiques. Peut-être aussi de temps en temps des films d'ambiance, je dois dire que récemment, peu m'ont beaucoup marqué. Je reste sur des films qui datent déjà il y a quelques années, que ça soit des films européens, américains, où en tout cas on sent non pas la violence pour la violence ou bien le spectacle pour le spectacle, mais on sent qu'on cherche à s'approcher de l'âme humaine et de ce qu'elle peut apporter de mieux, même s'il y mhm. a de la violence. C'est avant tout pour faire ressortir des choses qui sont intéressantes à découvrir d'un point de vue de la profondeur de l'âme humaine. Ça va me toucher. Je n'ai pas vraiment de titres qui viennent spontanément comme ça en tête, mais il y en a quelques-uns qui m'ont quand même Mhm. marqué. Mais si ça va dans cette direction-là. Mais James Cameron, j'espère pas pour Titanic.
Non, c'est Vous pas, qui pas êtes pour le souvent, Titanic. vous qui êtes Non, souvent non. dans Mais sur les bateaux. Et Avatar, par exemple, il y a Avatar, des... oui, Oui, oui. oui. Et quoique le deuxième, j'ai un petit peu moins accroché. Mais le premier, je suis très, très fan, même si je suis un romantique un petit peu déçu parfois, de la culture des peuples racines qui n'ont pas coupé cette connexion à la nature, en fait, comme l'ont fait les sociétés occidentales ou influencées par le mode de développement occidental. Mm. Euh, mais je pourrais dire la même chose chez nous. Quand vous allez, par exemple, à Timimoun et que vous voyez comment, malgré les changements qui sont là comme partout, et certains sont même désirables, je veux dire, la qualité de vie, etc., mais la façon dont ils vont gérer l'oasis, l'eau, c'est des choses qui sont extrêmement précieuses à conserver dans le futur et qui vont devenir de plus en plus importantes, même à retrouver. Eh Ben bien oui. ça, ça me touche, oui. Je dois dire, Avatar m'a un petit peu touché parce que ça titillait ça, je dirais. Voilà. Je reviens de Colombie, là, pour une mission. J'ai eu l'occasion de rencontrer des peuples de la Sierra Nevada qui nous considèrent comme des petits frères qui n'ont pas vraiment compris comment prendre soin de la terre-mère. Et c'est vrai que échanger avec ces cultures-là, malgré le fait que je parle pas très bien l'espagnol, mais avec l'aide de personnes qui m'ont aidé à traduire ce qui s'est changé, parler avec leurs autorités spirituelles également, je pense qu'on est à une époque un peu terrifiante d'une certaine façon parce que les enjeux se conjuguent, que ce soit les enjeux de dérèglement climatique, les enjeux économiques, géostratégiques, les crispations aussi qu'on voit beaucoup, beaucoup en Europe autour Mhm. de la notion d'identité, où on se retrouve à mettre des murs à nos frontières pour éviter aussi d'avoir toutes ces personnes qui ont dû se déplacer de leur milieu de vie, entre autres à cause des problèmes climatiques, mais pas que, bien sûr. Eh bien, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais en même temps, on a des moments d'échange extrêmement profonds, transculturels, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte que les frontières humaines ne sont pas respectées par l'atmosphère, ne sont pas respectées par le cycle de l'eau, qu'on provoque la sixième extinction de masse de la biodiversité, que ça ne peut pas continuer comme ça si on veut qu'on ait un avenir et que nos enfants aient un avenir. Et donc, ça provoque des espaces d'échange transculturels fascinants. Et je sais qu'en Algérie, ça arrive aussi. Je connais des personnes qui développent la permaculture. Pour le moment, c'est presque considéré comme des marginaux. Je voudrais dire que moi-même, en Europe ou en Amérique du Nord, il y a 20 ans, j'étais considéré comme un gentil marginal, utopiste, et que maintenant, je Oui. travaille avec de plus grands groupes, avec des collectivités territoriales, avec des États même, et on est loin d'être considérés comme des marginaux. Donc attention, Mhm. qu'en Algérie, il y a peut-être des personnes qui font des choses extraordinaires, qui sont à peine remarquées, et je tiens à leur rendre hommage et à les soutenir, Oui. parce que Vous étiez juste cette en avance, c'est tout. Vous étiez juste en en avance de avance phase. et Ouais, mais le visionnaire. temps s'accélère. Voilà. Ouais. Donc, il faut accrocher ces wagons-là à nos concepts de développement. Ouais. Alors, la toute dernière question, Tariq, de Diasporama, et qui concerne, c'est la question rituelle de l'émission, et qui concerne le jour de votre départ d'Algérie, peut-être pour étudier. Le jour de votre départ d'Algérie, qu'aviez-vous emporté de cher et de précieux à vos yeux et à votre cœur? Quelque chose de matériel ou d'immatériel? Alors, j'avais pris des photos, un album photo que j'ai malheureusement perdu. Mais voilà, les voyages font aussi que des fois, il y a des choses qui se perdent. Et je dirais que dans le matériel, ces photos-là, il y avait pas mal de photos du désert, de photos de la Méditerranée, de photos de tous ces endroits qui avaient été chers à mon cœur et qui continuent d'ailleurs à l'être, de mes proches, bien sûr également. Et je dirais aussi peut-être, là, je suis parti avec la conscience de la chance que j'avais de pouvoir le faire. Malgré tout l'amour que j'avais pour mon pays, j'avais une soif énorme de découvrir le monde et de découvrir tous ces horizons qui m'avaient été, comment dire, offerts par les documentaires Cousteau, mes lectures également de grands explorateurs, etc. Je me considère pas comme un grand explorateur du tout, je me considère comme un aventurier, c'est vrai, j'adore l'aventure, le risque, mesuré, mais l'aventure utile. Et je suis parti avec un sentiment d'ancrage quand même dans une région qui m'a permis de grandir, qui m'a permis de découvrir tant d'environnements extraordinaires, l'Algérie, mais en même temps le côté biculturel, puisque ma maman est française, elle parle pratiquement mieux l'algérien que moi, mais n'empêche qu'elle est normande, et donc je suis né entre deux cultures. Et cette notion aussi profondément chevillée dans mon cœur, d'être bien sûr bien conscient de là où je viens, mais avant tout citoyen de cette planète extraordinaire.
Et donc, je me considère comme un profil très international. Euh, je vais vous avouer quelque chose, ça va peut-être choquer certains Algériens parce qu'on a tellement, tellement dû lutter pour l'indépendance et ça a été tellement dur. Pour moi, les frontières et les drapeaux, c'est un anachronisme qui visera à disparaître, je l'espère, dans 200 ans peut-être. Ça prendra le temps que ça prendra. On est tous frères et sœurs en humanité et on est tous dans la toile de la vie. Et je pense que c'est encore terrible de rejeter nos frères et nos sœurs qui viennent d'autres pays par peur, par disparité économique, ou au contraire de vouloir à tout prix quitter son pays parce qu'on s'y sent pas bien. Et je suis persuadé que si un avenir souhaitable doit arriver demain, alors on sera fier de nos origines sans forcément nous enfermer dans nos frontières mentales. Très bien, merci. Merci Je vous en prie. beaucoup, Tariq Shekshek, de vous être livré à nous et d'avoir fait votre diasporama aujourd'hui. Nous vous souhaitons encore plein de succès dans de prochaines expéditions, explorations et peut-être vous retrouver dans quelques temps pour en apprendre plus sur le biomimétisme et ses champs d'intervention. Merci à nos amis également, visio-spectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la chaîne YouTube et la page Facebook, bien entendu. Merci Tariq Shekshek, vous étiez avec Merci nous pour votre à partir confiance de Paris. et à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir, merci.